Bonjour à tous, merci de suivre Sud FM Sen Radio, Sud Midi au sommaire, sous-traitance des grands chantiers, des acteurs du BTP pointent le non-respect des cahiers de charges, les défaillances dans la santé sécuritaire, ils indexent les multinationales chinoises et turques, l'État ferme les yeux et tue lentement d'autres entreprises. La Poste réclame pas moins de 43 milliards. Plusieurs entreprises étouffent et meurent, entraînant un niveau de chômage élevé. Si le gouvernement n'éponge pas la dette intérieure, nous allons vers une situation sociale désastreuse, avertit le professeur Meissa Babou, économiste. Vous l'entendrez dans ce 12 heures. Et puis suite de notre focus sur l'épilepsie, ce 10 février, journée mondiale dédiée à la pathologie. On s'intéresse à l'épilepsie chez le sujet âgé. Marie-Rosalie Ndiaye nous donne toutes les précisions, des conseils également pour éviter la survenue des crises, des précisions également dans ce 12 heures sur l'épilepsie la plus fréquente chez l'enfant, l'épilepsie d'absence. Épidémie de coronavirus, un forum mondial est prévu demain alors que le bilan s'alourdit en Chine, 909 morts depuis le début de l'épidémie. La page sport, ce sera avec Odile Minkilan, la page culture avec Amadou Moustapha Dian, la revue de presse avec Ndeye Mariam Ndiaye pour compléter Sud Midi mise en onde par Alsan Ouad. Sud Midi. Bonjour à tous, bienvenue. Entre non-respect des cahiers de charges, une santé sécuritaire défaillante, les entreprises multinationales chinoises et turques et certaines entreprises nationales foulent aux pieds les conventions qui favorisent une meilleure organisation des entreprises et surtout des syndicats. Une situation qui préoccupe plusieurs acteurs. Des experts en bois et en bâtiment de différents pays sont en conclave à Dakar pour trouver des stratégies de renforcement dans ce secteur. Les multinationales engagées dans les grands chantiers au Sénégal qui sous-traitent de nombreux chantiers ne respectent pas les cahiers de charges. Les acteurs du BTP pointent le non-respect. Donc, dans ce secteur, nous aurons plus de précisions tout à l'heure avec Josette Kali. Et puis, retenez que l'État du Sénégal ferme les yeux selon plusieurs acteurs. L'État qui doit de l'argent aux entreprises, une dette intérieure qui étouffe plusieurs entreprises. Certaines meurent, ce qui risque donc d'accroître le taux de chômage. Où va-t-on avec cette dette intérieure? Tentative de réponse avec l'économiste professeur Meissa Babou qui affirme que nous allons tout droit vers une situation sociale désastreuse. On l'écoute avec Rapsel. Quand on a alerté, l'État est resté têtu. Et à chaque fois, c'est un ministre qui sort pour essayer de nous contredire. Mais les faits sont là et sont têtus. La Sénélec récemment était aussi sur la sellette, les BTP et tous les entrepreneurs d'ailleurs, parce que les BTP ont peut-être encore la force de crier, mais c'est tous les entrepreneurs, tous ceux qui ont eu à travers l'État du Sénégal. Je crois que ces manquements-là ont fait qu'aujourd'hui, beaucoup d'entreprises sont dans des difficultés, les huiliers, et on se demande où est-ce qu'on va. Parce que de toute façon, si avant-hier, une entreprise de BTP avait déjà commencé à licencier 200 personnes, j'entends un huilier qui annonce le départ de 700 personnes. Je crois que nous allons droit vers une situation sociale exécrable. Et tout ceci par la faute simplement d'une dette intérieure que l'État peine à honorer parce que l'État, effectivement, n'a plus les moyens. Et on peut remarquer d'ailleurs que tous les projets qui sont finis sont des projets clés en main. C'est-à-dire que des projets où l'État du Sénégal n'a pas mis d'argent et que ce sont des Chinois et des Turcs qui viennent avec leur argent et finissent ces projets-là. Alors, d'où d'ailleurs une telle question, où est passé l'argent du Sénégal? Quand on est presque à 8 000 milliards de dettes extérieures et qu'on est dans une trésorerie déficitaire et que les Sénégalais n'ont pas vu grand-chose, on peut évidemment se demander comment on a consommé tout cet argent. Donc, selon vous, professeur, quelle est la solution? La solution, c'est d'honorer les engagements parce que les entreprises ont pris des engagements auprès aussi des banques. Quand votre fonds de roulement est consommé et que vous devez encore à des gestions financières qui ne vous pardonneront rien du tout, moi, je crois que la seule solution, c'est de donner de l'argent à ces entreprises-là. Mais qu'est-ce que vous voulez? Si l'État n'a pas d'argent, si le trésor public est dans un déficit chronique, moi, je crois que ces faillites successives vont simplement entraîner un chômage extraordinaire. Non seulement il n'y a pas de travail actuellement, mais si après tout maintenant on doit licencier en cascade, ça va créer quand même des situations vraiment déplorables parce que exécrables.
Professeur Meissa Babou qui affirme que si l'État n'éponge pas la dette intérieure, nous allons tout droit vers une situation sociale désastreuse. La Poste réclame pas moins de 43 milliards à l'État du Sénégal. Le syndicat national des travailleurs des postes se prononce demain. Une conférence de presse est prévue à leur siège. Je vous le disais, des multinationales chinoises et turques ne respectent pas les cahiers de charges, foulent aux pieds les conventions. Des experts en bois et en bâtiment sont en conclave à Dakar pour trouver des stratégies de renforcement du secteur. Josette Kali. Dans certains pays africains, ce ne sont pas les difficultés qui manquent pour les travailleurs des secteurs du bois et du bâtiment. Beaucoup évoluent dans l'informel et ne respectent nullement les cahiers de charges, une situation anormale bien réelle au Sénégal où les entreprises chinoises et turques sont indexées. Diaraf Alassane Ndao, secrétaire général national du syndicat des travailleurs de la construction, bâtiment et bois. Les premières entreprises qui ne respectent ça sont toutes les entreprises chinoises et les entreprises turques. Et dans ces pays, c'est ça une catastrophe politique de l'État. Aujourd'hui, c'est de confier tous les grands projets aux Turcs et aux Chinois. Aujourd'hui, dans les entreprises multinationales chinoises, vous ne pouvez jamais trouver un seul délégué de faire. Ce n'est même pas permis. Moi, j'ai l'habitude de le dire, travailler dans une multinationale chinoise, c'est de l'esclavage. Le but pour ces experts venus de 6 pays est de faire respecter à ces multinationales les conventions 87 et 98. À ces entreprises multinationales, insister encore plus sur la santé et sécurité au travail. Insister surtout sur le respect de la convention 87. Et c'est la convention 98. Parce que tant que les travailleurs n'ont pas la possibilité de s'organiser en syndicat, d'avoir des délégués du personnel qui puissent parler à leur nom, de pouvoir s'asseoir autour d'une table dans le cadre de la négociation collective pour défendre leurs droits, je pense qu'on ne peut pas parler de respect de la législation. Aujourd'hui, ce que nous voulons, c'est que toutes ces entreprises qui évoluent au Sénégal respectent la législation nationale, respectent le code du travail. Réunis en atelier sous-régional, ces experts veulent changer les statuts des travailleurs du bois et du bâtiment face à la demande imposée par les multinationales. Josette Kali, recrudescence des accidents de la circulation impliquant les mototaxis Jakarta. Le réseau des parlementaires se dit préoccupé. Ses membres étaient à Kolda et Sédhiou pour sensibiliser les acteurs et recueillir des pistes de solutions. Nadia Ankosane, députée membre du réseau, répond à Moussa Trapp. Nous avons cru bon vraiment de porter ce plaidoyer, de créer un réseau à l'Assemblée nationale pour la sécurité routière. L'an 1, Kolda a eu le privilège d'accueillir la cérémonie. On a eu presque 27 députés qui ont fait le déplacement sur Kolda pour célébrer ça. On a remarqué qu'il y a beaucoup de Jakarta à Kolda et il y a aussi beaucoup d'accidents causés soit par les Jakarta, soit par les automobilistes. Mais il urgeait quand même de conscientiser un peu les gens qui sont soit à moto, à véhicule et même les piétons pour leur montrer le danger de la route. La route, c'est pas pour les piétons, c'est pour vraiment les véhicules. La place réservée aux piétons doit être connue et les passages cloutés, c'est pour les piétons, mais c'est un peu inquiétant eu égard au nombre d'accidents qu'on est en train d'enregistrer. C'est dans ce cadre que le réseau des parlementaires pour la sécurité routière est venu amenant 150 casques au Jakarta Men. Ils ont tenu vraiment un bon forum avec le gouverneur, le préfet. Donc les politiques étaient là et la population était là. On a pu échanger. Est-ce qu'on peut également compter sur ce réseau des parlementaires pour qu'au nom de la continuité du territoire aussi, qu'il y ait la fluidité de la circulation entre la Gambie et jusqu'à Ziguinchor qui est dans un état pas très acceptable? Voilà, on y travaille parce que dans ce réseau, il y a des membres de la commission des infrastructures et transports. C'est une continuité, c'est en synergie. On peut travailler avec le ministre de tutelle. En venant aujourd'hui, ce matin, ils sont passés à l'hôpital régional et ont donné 500 000 au social, aider les gens qui sont vraiment dans le besoin. Réaction recueillie par Moussa Dramé. Journée mondiale de l'épilepsie ce 10 février, suite de notre focus. Dans ce 12 heures, l'occasion est donnée de nous intéresser à l'épilepsie chez l'adulte. Le sujet âgé, elle est causée la plupart du temps par des lésions vasculaires cérébrales, une tuberculose cérébrale, toute infection pouvant affecter le cerveau, mais aussi et surtout les accidents de la route responsables de nombreux traumatismes. Les précisions avec Marie-Rosalie Ndiaye. Chez le sujet âgé, l'épilepsie est contractée le plus souvent à la suite d'une lésion cérébrale ou toute autre affection qui touche le cerveau. Les précisions du docteur Adjaratou Diaina Bousso, neurologue au CHU de Fann. Chez l'adulte en général, les causes également sont multiples. Ils peuvent être vasculaires liées à des lésions, des cicatrices d'accidents vasculaires cérébraux
virale infectieuse, une tuberculose cérébrale. Les infections qui concernent le cerveau peuvent être à l'origine de la survenue de crises épileptiques, des tumeurs également cérébrales. Les victimes d'accidents de la circulation responsables de beaucoup de traumatismes crâniens peuvent plus tard développer elles aussi une épilepsie. Notamment maintenant avec les accidents de la voie publique liés au Jakarta ou autres, ces traumatismes crâniens peuvent également plus tard développer des épilepsies. La population doit à cet effet être sensibilisée sur les causes de la maladie pour lever le tabou qui entoure l'épilepsie au Sénégal. C'est une maladie qui est entourée de tabous et c'est ça qui fait que beaucoup de patients restent cachés dans les maisons du fait des tabous, du mystique qu'on entoure la maladie en disant que c'est une maladie liée à des rats ou à des djinns et autres. Rappelons qu'en service neurologique, l'épilepsie est le deuxième motif de consultation après les AVC. Elle constitue un problème majeur de santé publique et donc une maladie à ne pas négliger. Pour éviter la survenue des crises chez l'épileptique, il faut une bonne hygiène de vie, éviter les dettes de sommeil, éviter la consommation des excitants, alcool, tabac, caféine, mais aussi le stress et les sports de société violents. Les explications du docteur Adjaratou Dieynabou Sow, neurologue au CHU de Fann. L'hygiène de vie, notamment, il faut éviter d'avoir des dettes de sommeil parce que les dettes de sommeil accumulées vont augmenter l'excitabilité du cerveau et donc faire en sorte d'avoir que le traitement ne marche pas comme il se doit. Il faut éviter tous les excitants en général. Il faut éviter, il y a certaines formes d'épilepsie qui sont sensibles à l'alcool, donc l'alcool est à proscrire, le tabac, l'excès de café. Éviter quand on a une épilepsie avec des crises qui sont encore très fréquentes, éviter certaines situations, notamment des sports de société, de groupe où on peut avoir des chocs au niveau de la tête, comme la boxe, comme le football, ou bien quand on fait des sports de groupe, sensibiliser les autres membres du groupe pour qu'ils évitent de vous faire des traumatismes à ce niveau. Il y a également la vie sociale, éviter le stress en général pour soulager un peu le patient, le renarcissiser, l'aider à se valoriser pour limiter l'impact des crises sur son comportement en général, parce que juste après la crise, ils peuvent avoir des attitudes des sentiments de culpabilité, des sentiments de honte, et à la longue, ils vont se renfermer sur eux-mêmes et à la longue développer des comportements qui vont rendre inefficaces la plupart des traitements ou bien être à l'origine de survenue d'autres maladies associées. Ce 10 février, la journée mondiale de l'épilepsie, c'est l'occasion donc d'en parler largement et de sensibiliser et aussi d'informer. Parlons de l'épilepsie la plus fréquente chez l'enfant. Il s'agit de l'épilepsie d'absence qui se caractérise par des ruptures de contact. Elle survient ou apparaît généralement à l'âge de 5 ans, mais c'est une forme d'épilepsie très sensible au traitement. Si elle est diagnostiquée plus tôt, écoutons docteur Adjaratou Dieynabou Sow, neurologue avec Marie-Rosalie Ndiaye. Les plus fréquentes, surtout chez l'enfant, notamment ce qu'on appelle l'épilepsie absence, qui se caractérise par des ruptures de contact. Un enfant qui brutalement est absent, comme le nom l'indique, s'absente sur quelques secondes et il revient à lui. Il peut en faire une cinquantaine dans la journée. Et c'est donc des enfants qui peuvent être taxés de distraits, d'impolis, d'incorrects. En fait, au moment où il fait la rupture de contact, quand vous lui parlez, il peut avoir entendu le début de la phrase, mais n'entend pas le reste de la phrase. Donc, il entend des phrases qui sont déchiquetées, qui sont incomplètes. Donc, il peut ne pas comprendre réellement ce qu'on lui demande. Plus souvent, c'est des épilepsies. C'est une épilepsie qui commence autour de l'âge de 5 ans. Habituellement, quand l'enfant va à l'école, le plus souvent, ce sont les instituteurs qui lancent l'alerte, surtout au cours des dictées, où l'enfant fait des sauts de mots et donc fait une dictée qui est incompréhensible pour la plupart. Heureusement, c'est une forme d'épilepsie qui est très sensible au traitement et habituellement, quand le traitement est initié, l'enfant retrouve ses capacités intellectuelles. Sinon, ça peut retentir par des échecs scolaires, effectivement, si ce n'est pas diagnostiqué et traité.
Des précisions du docteur Adjaratou Dieynabou Sow, neurologue au CHU de Fann. Elle répondait aux questions de Marie-Rosaline Ndiaye. Puis, toujours dans le cadre de l'actualité, le point sur l'enseignement supérieur, les étudiants de la faculté des lettres en conférence de presse ce matin pour se prononcer sur l'élection des membres de l'amicale. Les étudiants de la faculté lettres de l'UCAD accusent des autorités d'être intervenus dans le processus. À l'université Assane Seck de Ziguinchor, les cours ont repris, mais les problèmes soulevés par les étudiants demeurent. Les chapiteaux promis par le ministre de l'Enseignement supérieur n'ont toujours pas été installés. Plusieurs chantiers toujours inachevés. Conséquence, les étudiants éprouvent d'énormes difficultés pour suivre normalement les cours. Le point avec vous, Ben Michel Confoudi. Oui, enseignant, après le mouvement d'humeur de la semaine dernière, les étudiants de l'université Assane Seck de Ziguinchor ont repris le chemin des amphithéâtres. Mais aucune avancée n'est notée sur la plateforme revendicative brandie par l'interamicale des étudiants, selon un responsable du mouvement syndical que nous avons joint au téléphone. Les chantiers entamés il y a plus de 2 ans sont toujours inachevés. Certains sont même à l'arrêt. Les 10 chapiteaux annoncés par le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation lors de sa visite à l'université Assane Seck de Ziguinchor restent jusque-là à l'étape de promesse. Les 2000 lits promis par le chef de l'État Macky Sall sont encore invisibles à l'université Assane Seck de Ziguinchor. Le restaurant et la bibliothèque sont devenus trop étroits pour accueillir les 3500 nouveaux bacheliers qui sont venus se greffer à l'effectif déjà pléthorique de ce temple du savoir qui fait face à un déficit béant de salles de cours. Conséquence, les étudiants éprouvent de nombreuses difficultés pour faire normalement leurs cours. L'Institut ISEP de Bignona, dont la pose de la première pierre a eu lieu il y a plus de 3 ans, peine à sortir de terre. Cette situation est même en partie à l'origine de la démission du docteur Fatoumata Anne, désormais ex-directrice de l'Institut supérieur d'enseignement professionnel de Bignona, qui ne pouvait plus supporter cette léthargie saignante. Merci beaucoup Ben Michel Confoudi. Faisons à présent le point sur l'épidémie de coronavirus. Le directeur général de l'OMS annonce la tenue à partir de demain à Genève d'un forum mondial sur la recherche et l'innovation. Objectif, comprendre la maladie, limiter le nombre de décès et minimiser les conséquences économiques. Le dernier bilan en Chine fait état de 900 morts. Absel Manuel. Ce forum va permettre d'aborder plusieurs domaines de recherche, notamment l'identification de la source du virus et le partage d'échantillons biologiques et de séquences génétiques. Ce forum a pour objectif de comprendre la maladie, ses réservoirs, son mode de transmission et sa gravité clinique. Il est également prévu l'élaboration des contre-mesures efficaces, primordiales pour endiguer la flambée, limiter le nombre de décès et minimiser les conséquences économiques. Ce forum, qui va se tenir les 11 et 12 février à Genève, va réunir les scientifiques des organismes de santé publique, des ministères de la santé et des bailleurs de fonds pour la recherche dans les domaines de la santé animale et de la santé publique. Après 2 semaines d'attente, une équipe d'experts internationaux de l'OMS a finalement obtenu l'autorisation pour aller ce lundi en Chine enquêter sur cette épidémie. Pour rappel, le dernier bilan du coronavirus en Chine fait état de 909 morts, 40 235 personnes contaminées et 3 283 rémissions. On parle de rémission lorsqu'une affection cède du terrain et que l'état du patient s'améliore temporairement. Si tous les signes de la maladie ont disparu, il s'agit d'une rémission complète. Tout de suite, l'actualité sportive. Odile Minkilan, bonjour. Bonjour, Issegnan. Championnat d'Afrique de karaté, les Lions attendus à Dakar tout à l'heure à 13h. Ils viennent du Maroc, précisément de Tanger, où ils prenaient part au championnat d'Afrique de karaté. Les Lions du Sénégal rentrent avec 11 médailles dans leur valise, 10 médailles en bronze et 1 en or. Le coach Fodenda tire un bilan positif de ces championnats d'Afrique. Il est au micro de nos confrères de la Fédération sénégalaise de karaté. Nous l'écoutons. Le Sénégal vient vraiment de remporter 11 médailles, 1 médaille d'or, dont 10 bronzes. Sans oublier le titre de champion d'Afrique des filles et 3e chez les garçons. Les filles, je rappelle, c'est pour la 2e fois donc consécutive qu'ils arrivent à amener une médaille d'or. Aujourd'hui,
nous félicitons et nous remercions le président El Mortar qui nous a fait confiance et le directeur technique national, M. Joseph Sarr, qui, sans lui, rien ne peut se mettre en place parce qu'il y a beaucoup de professionnalisme dans notre travail. C'est vraiment quelque chose qui montre qu'il y a une équipe derrière, un travail d'équipe. Nous pouvons être fiers de cette fédération et que les athlètes, nous les félicitons parce qu'ils ont fait un travail remarquable. Maintenant, le travail continue, cap aujourd'hui sur les Jeux Olympiques de Tokyo 2020 pour se qualifier et nous y allons sereinement et avec beaucoup de professionnalisme. Les Lions sont donc attendus à Dakar à 13h. Après, la délégation sera reçue à 15h par le ministre des Sports Matar Ba. Au ministère des Sports, le Sénégal est à la 5e place du classement général des championnats d'Afrique de karaté avec une médaille d'or remportée par l'équipe nationale féminine qui conserve son titre de championne d'Afrique. Nous parlons football, fin de la 9e journée de la Ligue 2 sénégalaise. Il y a un seul match au programme. Le leader, la Linguère de Saint-Louis, rend visite au dernier du classement, le port autonome de Dakar. La rencontre est prévue à 16h30 au stade Ngalandou Diouf. Et puis, lutte avec frappe suite aux incidents qui ont eu lieu hier à l'Arène nationale. Le CNG est dans l'attente de rapports pour sanctionner. L'annonce est du premier vice-président du CNG, Thiernoka, que nous écoutons. Non, vous savez, il ne s'agit pas d'attendre qu'il y ait une situation pour prendre des mesures. Les mesures existent déjà dans les règlements généraux. Et il y a un certain nombre d'interdits. Ne pas asperger son adversaire de quelque produit que ce soit, ne pas le trouver dans son camp, etc. Il y a un certain nombre de choses qui ont été bien précisées dans les textes. Donc maintenant, nous attendons d'avoir les rapports circonstanciés des superviseurs pour savoir d'où est partie cette violence-là et qui a fait quoi. Des incidents survenus donc hier à l'Arène nationale avant le combat qui devait opposer Nyak Djerignou de l'écurie Thiaroye Mbolo à Alioune Seyde de l'écurie Wallo, combat organisé par le communicateur traditionnel Khadim Samb. Merci beaucoup Odile Minkilan. Tout de suite la page culture, c'est avec Amadou Moustapha Dia. Bonjour et bienvenue dans votre journal de la culture. Mam Seynabou, de son vrai nom, Barbara Krippendorf, artiste allemande, a écrit un livre intitulé Ma sop au Sénégal, Afrique, mon amour. Ce recueil de poèmes de 320 pages écrit en langue nationale est un plaidoyer pour la promotion et la vulgarisation des langues nationales au moment où l'on délaisse ces langues au profit des langues étrangères comme le français et l'anglais. Aïcha Diakhoussar a participé à cette rencontre. 304 pages suffisent à Barbara Krippendorf pour peindre l'autre facette de l'Afrique, mais aussi la beauté du Sénégal à travers son hospitalité. C'est mon 4e livre et c'est la traduction du 3e livre que j'avais écrit allemand. Le 3e livre, j'avais écrit pour les Allemands que eux, on peut changer leur vision, leur idée de l'Afrique, c'est quoi? Parce que les médias, on parle des catastrophes, des guerres, des faim, et je voulais donner une autre image de l'Afrique. Et ce livre se traduit en Wolof et français, mais il y en a aussi une part de livres